sur un jeu Chaosium qui s'appelle Ringworld, qui était le seul jeu de science-fiction de Chaosium en fait. D'accord. Sur les logiques de jeu, on a, donc comme je le disais, des tendances actuelles du jeu de société qui se répercutent en fait sur tous les genres, sur toutes les thématiques. Les jeux par exemple à identité secrète. Donc là on va être typiquement dans le cas d'un plaquage de thème. Donc je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont joué au Loup-garou Tierce-lieu, qui a remis au goût du jour ce genre de jeu. Il y a un jeu du même type qui s'appelle The Resistance, qui est sorti très récemment, qui selon moi est meilleur en termes de gameplay, qui est vraiment très bon, puisque dans les jeux tierce-lieu, en fait, on élimine certains joueurs de la partie. Donc quand on a éliminé le premier et qu'il y avait un joueur, on s'ennuie un peu. The Resistance, en fait, a le mérite, entre autres, de faire jouer tout le monde jusqu'au bout de la partie. Et le thème proposé est une sorte d'univers d'anticipation, donc dans un monde totalitaire où les joueurs jouent un groupe de rebelles qui essayent de déstabiliser le régime et qui vont devoir envoyer certains d'entre eux sur des missions. Évidemment, donc ça ne va pas se passer comme ça puisqu'il y a des traîtres au sein du groupe, donc chacun possède sa carte de loyauté en fait en début de partie. Au niveau des... Donc la remarque générale que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment, il y a des hybridations, parfois de bonnes alchimies, mais il n'y a pas de gameplay propre aux jeux de science-fiction, en tout cas dans les jeux que j'ai l'habitude de voir. En revanche, ce qui est assez étonnant, c'est de voir, alors là je vais attaquer peut-être une autre problématique, c'est l'impact des licences dans le domaine du jeu de science-fiction. Donc dernièrement, on a Iron Sky qui est sorti, immédiatement, sur la période de lancement du film, on a eu droit au jeu de plateau qui est sorti donc, lors du Salon des Scènes de cette année, donc il y a un mois. Donc les choses se sont passées en même temps. On a un jeu lourd, dont on suppose qu'il a été développé pendant de longs mois, avec de nombreux tests. Donc ça a vraiment été quelque chose de calculé, c'est pas du tout un effet de calendrier. Donc il y a vraiment la volonté d'utiliser comme outil promotionnel, en fait, un jeu de société. Et je vais reprendre un autre exemple plus loin dans le temps pour voir le décalage qu'il peut y avoir. On a Space Traders, qui est signé Isaac Asimov. Donc il y a un jeu qui est sorti chez Steve Jackson Games au début des années 80. Et l'écart entre la production de l'univers par Isaac Asimov et l'édition du jeu, je crois que ça doit être 8 ans. Donc ça s'est complètement resserré en termes de production et de... Voilà, il y a vraiment une logique transmédiatique qui est vraiment très présente maintenant. Si, oui, il y a peut-être une spécificité en termes de règles pour les jeux de rôle de science-fiction. Là, je parle des jeux de rôle, pas de jeux de plateau que je ne connais pas du tout. C'est le voyage, comment dire, dans l'hyperespace. C'est-à-dire, est-ce qu'on tient compte ou non des paradoxes liés au déplacement plus rapide que la lumière? Généralement, la question est non. Hein. Non, la plupart des sinon, c'est absolument injouable. Voilà, simplement. Bon, enfin, c'est quelque chose qui est propre aux jeux de SF, puisque généralement, effectivement, dans les jeux de rôle contemporains ou de fantasy, cette question, par définition, ne se pose pas. Manchul, est-ce que tu veux... Oui, peut-être Manchul. Partager si nous on aimerait bien en savoir plus sur peut-être la manière dont tu étais amené à travailler sur justement l'encyclopédie galactique, comment ça s'est passé, etc. L'Empire Galactique. Alors, en fait, l'Empire Galactique, ça a surtout été initié par Gérard Klein. Oui, c'est ça. C'est lui c'était le gros meneur de jeu. Gérard Klein, qui est le fondateur de la collection Il y aurait demain chez Robert Laffont, qui était traditionnellement un des grands éditeurs de SF en France. Ensuite, c'était un travail entre Nedelec et moi, quoi, en fait. Ça a été plutôt amusant. Et vous avez co-construit l'univers? Oui, enfin, je me rappelle plus. François était quand même oui, à la base de la chose, mais moi je travaillais sur des images comme ça, pour le fun, et il en construisait quelque chose, enfin il en faisait quelque chose, quoi. Ça lui donnait des idées pour faire certaines choses. Okay. Moi je travaillais sur des images dont lui m'apportait des détails, des scènes, des choses comme ça, quoi. Donc ça a été assez interactif, quoi.
Ouais, et à l'époque, vous avez bossé sur le gameplay ensemble ou sur les règles ou déjà Non, pas non, du tout. non, Toi, vraiment la partie illustration. purement graphique. Et il a toujours été question de faire une partie avec lui, et malheureusement, Elle t'a pas fait partie. J'ai jamais fait de partie avec. C'est sur l'évocation d'un univers de science-fiction dans un jeu. Donc tous les types de jeux ne sont pas égaux. On parlait du jeu de rôle tout à l'heure par rapport au jeu de plateau. La logique narrative, qui est le propre des univers de jeux de rôle, est très difficile à implémenter de façon efficace dans un jeu de société. On a un exemple qui est assez intéressant, bien que le jeu soit truffé de bugs, mais l'intention est louable. C'est un jeu qui s'appelle Android, qui est clairement un clin d'œil à Blade Runner, donc un univers évidemment très riche, avec une histoire très forte. Et donc les joueurs vont jouer des équivalents de runner pour résoudre une enquête. Et il y a une logique de jeu qui est assez perverse, c'est que on se fait progresser en mettant des fausses pistes dans les enquêtes des autres, en fait. Donc c'est un jeu où les joueurs se mettent des bâtons dans les roues en permanence pour tirer leur épingle du jeu. Et le jeu suit un système narratif assez sophistiqué qui construit vraiment une histoire avec un début, un milieu, une fin, des événements qui rythment la partie, donc avec une part d'aléatoire et qui permettent de construire une histoire au fil de la partie. C'est pas un jeu auquel on va jouer souvent. On va peut-être le sortir 3 ou 4 fois, mais pour des expériences donc, narratives à chaque fois différentes, dans une matrice assez élaborée quand même. Je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se dire, c'est que fabriquer un jeu de science-fiction, c'est pas si simple que ça. Et par rapport aux autres thématiques qui sont explorées par le ludique en général, hormis dans le jeu vidéo, et le jeu vidéo pour moi, souvent la science-fiction qui est utilisée dans le jeu vidéo, et c'est une science-fiction qui, dans les thématiques, sont proches de science-fiction des années 50-60, et dans, on va dire, tout ce qui est appareillage, technologie, et par contre une science-fiction qui s'inspire de nos technologies d'aujourd'hui. Mais pour revenir à ce que je voulais dire, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle de science-fiction, il n'y en a pas beaucoup qui ont marqué les esprits, ça a souvent été, je termine, ça a souvent été compliqués, ils n'ont pas eu énormément les jeux de plateau, tu l'as dit, il n'y a pas énormément de jeux de plateau de science-fiction. Dernier point que je voulais signaler aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'écrivains aujourd'hui de fantasy qui sont avant tout des rôlistes, qui viennent du jeu. Or, chez les écrivains de science-fiction, j'en côtoie quand même pas mal, j'en connais pas mal, il n'y a pas beaucoup de rôlistes. C'est-à-dire que la science-fiction semble être, du fait bien sûr de son histoire, mais d'une certaine manière, l'histoire de la fantasy est pratiquement contemporaine de la Renaissance à celle de la science-fiction dans laquelle on est, on n'a pas énormément de gens qui s'intéressent au jeu. Il y a autre chose qui se met en jeu, pour s'en faire dans des jeux de mots, lorsqu'on écrit, lorsqu'on pense de la science-fiction par rapport au ludique. Donc il y a peut-être là une forme de difficulté pour le nouveau média ludique qui est en train de se construire par rapport à la science-fiction. Une des choses importantes qui se passe lorsqu'on joue un jeu de rôle de science-fiction, c'est qu'on peut, sur le long terme, explorer les univers de science-fiction. Lorsque vous faites un jeu de rôle de space opéra, vous allez vous balader, Traveller étant l'exemple archétypal, vous allez vous balader de planète en planète. Et c'est dans cette balade-là de planète en planète que va se forger l'imaginaire science-fiction. Nous, on avait édité à l'époque un jeu qui s'appelait Dark Earth, qui est vous vous en souvenez peut-être, qui est un jeu de rôle post-apocalyptique. Et dans ce jeu de rôle post-apocalyptique, les personnages se baladaient de ville en ville, qui était le seul endroit éclairé du monde, en fait. Et on voit bien que dans la science-fiction, souvent, ce qui met en branle, en fait, c'est le voyage. Donc on revient sur les grands thèmes d'Ulysse, tout simplement. Les personnages sont jetés dans des systèmes de voyage. Un autre thème qui est très exploré aussi en termes de ludique, c'est l'économie. La science-fiction est vachement liée aussi à comment je gère un espace, comment je gère un empire, comment je gère Dune étant l'exemple même d'un univers qui a été abordé par le jeu par le biais de l'économie en fait. Donc spécifiquement, effectivement, un gameplay spécifique qui contient en lui on va dire, les germes d'une science-fiction, il n'y en a pas beaucoup. C'est compliqué à trouver, il n'y a pas énormément de choses. Il y avait, l'un des premiers jeux de SF, finalement, est-ce que c'est pas Star Frontier? Star Frontier, post le jeu TSR, tu veux dire? Le jeu TSR, oui. Il a été fait après, bien après Space Opera.
Il a été fait après Space Hulk. J'ai joué à Star Frontier pendant des... Parce que Star Frontier, pour ceux qui voient à peu près ce que c'est, donc c'est un jeu qui a été créé par TSR, qui est la boîte qui a créé donc Donjons Dragon, tout ça. C'est un jeu de SF un peu particulier, puisqu'en gros, on explore des vaisseaux, comme on pourrait explorer ce qu'on appelle un donjon dans Donjons Dragon. Finalement, je me demande si aussi parmi les thématiques aujourd'hui qui explorent un peu les jeux de rôle de SF contemporains, il n'y a pas les jeux de super-héros, de choses comme ça, où on a des super-pouvoirs, on disait post-apocalyptique, dystopie, des choses de super-héros. J'ai l'impression d'avoir vu apparaître ces choses-là. White Wolf a fait un jeu de super-héros de science-fiction. Comment il s'appelait moi j'allais intervenir sur d'autres productions, mais effectivement, oui, en ce moment, au niveau des jeux de rôle et de la science-fiction, il y a quand même un apport effectivement du super-héros. C'est un personnage, une figure à interpréter qui va être décliné, que ce soit dans le futur ou que ce soit même, je pense à la Brigade Chimérique et à son encyclopédie à laquelle j'ai participé, une science-fiction uchronique dans laquelle on joue des surhommes. Donc oui, c'est effectivement c'est un personnage qui en ce moment va être sollicité dans les... Il y a peut-être une question aussi à se poser sur les archétypes que véhicule la science-fiction en littérature. C'est-à-dire qu'on a souvent des archétypes de pilotes qui fondamentalement assez chiants à jouer un jeu de rôle, quoi. Donc c'est avec la simplicité narrative qu'a le jeu de rôle, contrairement à la littérature où le mec peut se poser ou la fille peut se poser des questions pendant des milliers d'années-lumière. Donc il y a alors que la fantasy, avec son caractère extrêmement schématique en termes de personnages, vous avez le guerrier, le voleur, vous pouvez décliner à des milliers de... Enfin, on retrouve ces archétypes de narratifs très forts, qui sont là depuis les gens les plus anciennes. C'est beaucoup plus facile de raconter des histoires avec. Et on a les mêmes archétypes dans la SF. Tu as le pilote, tu as le scout, tu as le technicien. Ouais. Justement, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau du jeu de rôle de science-fiction, oui, voilà, en fait, un jeu de rôle de science-fiction pur et dur, art science, etc., dans le jeu de rôle, il y en a vraiment finalement assez peu. Et les jeux de science-fiction qui fonctionnent, il y a quand même une véritable injection du code du médiéval fantastique ou oui, de la fantasy. Mais d'ailleurs, je ne crois pas que la thématique du voyage soit propre à la SF. On la retrouve tout le temps dans la fantasy. Tu regardes Le Seigneur des Anneaux, c'est un long voyage. Par ailleurs, si on prend l'un des derniers jeux ou mondes plutôt développés par... maintenant c'est Wizard of the Coast. Tu regardes Hébron. Je ne sais pas, pour ceux qui voient à peu près ce que c'est que cet univers, Calderue, il y a maintenant à peu près 10 ans, sauf erreur, mais Hébron, donc on est dans du médiéval fantastique, mais avec à l'intérieur de l'injection de choses de la SF, puisque la technique est beaucoup plus présente, et finalement ils se sont interrogés sur le rôle que pouvait avoir la magie à partir du moment où elle était développée de manière non pas industrielle, mais pré-industrielle. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez la capacité en tant que magicien de jeter des sorts de lumière éternelle, finalement, pourquoi ne pas y mettre des lampadaires, ce qu'ils font dans les rues, et puis jeter sur chacun des lampadaires un sort de lumière éternelle, au fond, pour avoir l'équivalent de la lumière comme chez nous. Donc on avait ce genre de choses, on a des vaisseaux qui volent, parce que si on peut, dompter un élémentaire, alors au choix du feu, de l'air, peu importe l'élément, finalement cet élémentaire, vous le domptez, vous le greffez en quelque sorte, vous l'injectez à l'intérieur d'un vaisseau, ça vous fait un avion, ça vous fait une sorte de voiture, des choses comme ça. On retrouve des éléments de science-fiction dans des jeux de rôle, entre guillemets, médiévaux fantastiques. Moi, il y a quelque chose qui m'a percuté là, c'est le phénomène d'identification en fait. Dans beaucoup de jeux de société, alors dans le jeu de rôle évidemment le processus d'identification joue à plein, il est moins évident dans le domaine du jeu vidéo, et dans le domaine du jeu de plateau on rencontre beaucoup de jeux de science-fiction où les joueurs ne sont pas équivalents en termes de capacité. On va leur proposer de jouer des peuples ou des factions ou un type de personnage justement qui veulent distinguer du voisin de droite et du voisin de gauche. Alors pour prendre un exemple que certains d'entre vous connaissent peut-être, il y a le jeu Dune dans lequel on va jouer à la tête des Bene Gesserit ou de la maison Harkonnen ou de la guilde. Mais on retrouve donc cette logique qui consiste à associer le joueur à une logique de jeu particulière, donc sur une matrice qui est commune à tout le monde, mais en lui donnant une capacité spéciale, un petit plus qui va nourrir et alimenter le processus d'identification et qui est très intéressant et qu'on repère beaucoup sur des jeux de science-fiction. En fait, c'est vrai que, pour reprendre l'exemple de Dune, on est vraiment, on n'est pas à mi-chemin parce qu'il n'y a pas vraiment de jeu de rôle, mais on incarne vraiment un camp qui est vraiment tellement typé et il y a une vraie part de négociation et de diplomatie à la table. Donc ce qui fait qu'on incarne finalement, non pas une personne du Bene Gesserit, mais on peut s'imaginer en supérieur
en mer supérieure du Bene Gesserit, finalement en train de négocier avec les Fremen ou l'empereur. C'est le caractère exceptionnel que propose de l'expérience que propose ce jeu, c'est que la phase de négociation est une phase de négociation pure. Il n'y a pas de règles simulant la négociation. On négocie véritablement avec ces mots, avec une tendance parfois à faire du roleplay, c'est-à-dire à exprimer les traits et les caractéristiques de sa faction. C'est assez intéressant, comme le fait de jouer le baron Harkonnen à une table de Dune peut impacter le comportement du joueur, en fait. J'ai de très bons amis que j'ai perdus. C'est pour ça que les jeux coopératifs, c'est plus sympa. Pour revenir quand même sur cette histoire, on réfléchit en marchant là, en ce moment, là, mais revenir à cette histoire d'adéquation entre les thématiques fortes de la science-fiction et le gameplay, c'est vrai que je rêverais là d'avoir un jeu de plateau qui incarnerait les problèmes du voyage supraluminique. C'est des problèmes que la littérature sait maintenant très bien traiter, avec beaucoup de poésie. Je pense à La guerre éternelle de Joe Haldeman, qui est pour moi un des grands romans de la science-fiction. Il y a à l'intérieur ces scènes incroyables. Tu dis ? C'est magnifique. Oui, voilà, c'est magnifique, on est d'accord. Il y a des scènes absolument bouleversante d'amour déchiré à cause de ce soldat qui part faire la guerre à des années-lumière et qui revient. Bon, c'est une vieille thématique de la science-fiction, mais là, elle est très bien écrite et c'est magnifique. Donc on pourrait imaginer un jeu de plateau ou un jeu de rôle dans lequel on traite ces questions-là. Mais pour des questions de gameplay, justement, c'est très difficile. C'est très compliqué de mettre ça en scène. Pareil, il y a une thématique que j'aime énormément, qui est la thématique, en gros, de la transcendance informatique, celle que Greg Gann traite dans... je viens de perdre le nom, dans la Cité des Permutants, Permutation City, dans la Cité des Permutants, ça serait très intéressant de voir aussi le différentiel temps lorsqu'on est uploadé dans un computer, on pense 50 000 fois plus vite qu'un être humain, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ça, ces abîmes couvrent la science-fiction, qui est vraiment, pour moi, une de ses propriétés, de ses caractéristiques fortes. C'est très compliqué de faire ça dans un système fermé. Souvent, les jeux en général, sont des systèmes, et c'est très compliqué de mettre ça en scène, en fait. Donc peut-être qu'il y a tout simplement un hiatus, il y a une difficulté là, il y a quelque chose qui se met en place entre la science-fiction. Quand on pense à Dune, moi j'ai toujours rêvé, j'ai fait des jeux de rôle, j'ai imaginé, j'ai écrit des règles pendant longtemps de jeux de rôle, j'ai essayé d'avoir les droits, etc. C'était très compliqué. Il y a eu un projet de jeu de rôle qui a été mené quasiment jusqu'au bout, qui a été arrêté pour des questions de droit, mais en fait quand on joue à Dune, on ne joue pas à un jeu de science-fiction, on joue à un jeu de faction, on joue à un jeu de la Renaissance. Il y a complot, guerre, il y a un côté économique fort, mais en fait c'est globalement la thématique de la Renaissance. Donc l'Italie, et là il y a des jeux de plateau qui marchent très très bien. Donc là il y a peut-être quelque chose tel que la science-fiction, la beauté de la science-fiction, une des beautés de la science-fiction, qui est de nous mettre en perspective devant ces gouffres, ces infinis, c'est infiniment petit, infiniment grand. Peut-être que les règles, les jeux n'y arrivent pas, ne peuvent pas. Alors, pour répondre à ça, alors sur l'exemple, voilà, de ma propre expérience, il n'y a pas de jeu sur la question de la vitesse supraluminique. Il y a des game designers dans la salle. En fait, je distingue vraiment les problématiques posées par l'ASF et spécifiques à l'ASF et les activités par lesquelles elles sont abordées. Cette activité, par exemple, peut être la guerre, dans l'exemple que tu donnais. Et ce qu'on va proposer dans un jeu de plateau, qui est une matrice, un dispositif ludique, on va proposer non pas une problématique, ou alors elle sera exposée dans le livret de règles et les gens ne la liront pas. On va exposer une activité aux joueurs. Qu'est-ce qu'on va proposer aux joueurs de faire ? Ça peut être de l'économie, échanger avec les voisins des ressources et être le plus riche à la fin. Ça peut être le voyage, aller de la case 1 du parcours à la case 64 du parcours. Ça peut être, et je reprends l'exemple tout à l'heure, la simulation de vol. Donc là, il y a effectivement le jeu X-Wing qui est sorti récemment, qui tourne. Et je me rappelle aussi, dans les années 80, on m'avait offert alors ça se faisait beaucoup dans les années 80, c'est des livres-jeux qui fonctionnent par deux. Oui. Donc on joue avec un camarade, on a une page par laquelle commencer, et donc des manœuvres, donc c'est en vue subjective. Et t'as X-Wing, et t'avais la Première Guerre mondiale, t'avais des petits plans aussi, c'était super ça. Et c'était magnifique, parce que quand on est gosse et qu'on reçoit ça, c'est une boîte noire.
On ne sait pas comment les gens ont réussi à concevoir un système si parfait, où le fait de choisir une flèche en bas de la page va vous mener à telle autre page qui représente exactement la manœuvre que vous venez de faire et qui va se répercuter sur le livre du camarade. Et donc c'est un simulateur de vol papier, avec des livres assez épais. D'ailleurs, bon, les gens métagamaient souvent, c'est-à-dire qu'ils prenaient en compte la logique même du jeu et finissaient par se dire « Je me souviens qu'en page 132, je suis juste derrière lui. » Exactement, c'est très bon ça. Et donc ils avaient fait ça sur Star Wars, je crois. Ou... Ouais, c'est ça. C'était X-Wing et TIE Fighter. Voilà. Donc voilà, on propose véritablement des activités aux joueurs, et c'est vrai que sur le plan des problématiques et des thématiques, c'est très dur d'implémenter ça dans toute sa richesse. Dans un jeu de plateau, les limites sont fortes, le matériel est contraignant, beaucoup plus que dans un univers de jeu de rôle où on est beaucoup plus dans l'évocation. Pardon, à propos d'univers de jeu de rôle, je sais pas si ça a été fait ou pas, enfin si ça n'a pas été fait, on pourrait le faire, et si ça a été fait, j'aimerais bien y jouer. Ce serait un jeu de rôle de science-fiction, donc inspiré de Fallout, l'univers des jeux de rôle. Je sais pas du tout s'il y a un jeu de rôle qui en a été tiré ou pas. Je crois qu'il y en a un. Oui. Il y en a un. Ce serait une chose assez marrante, je sais pas si vous voyez cet univers post-apocalyptique qui est très, qui a beaucoup de succès en jeu vidéo. Il y a eu plusieurs épisodes. Là, pour moi, on est vraiment, je dirais, dans le jeu de rôle de science-fiction qui représente le plus à notre époque, ou en tout cas au jeu que notre époque développe. Il y a pas mal de post-apo, de post-apo, effectivement. Et les trucs dont je parlais tout à l'heure, genre Vermine ou Anteas, justement, qui sont des jeux français, sont sur cette thématique-là, justement. Oui, mais post-apo, on va se battre sur des questions. Je pense que tu disais, c'est assez important, c'est qu'est-ce qu'on fait faire aux joueurs, et justement, lorsqu'il y a une adéquation forte entre la thématique qui est véhiculée par l'univers et le gameplay, ça marque, les gens sont marqués par ça. Donc que ce soit dans les jeux de rôle, que ce soit dans les jeux de plateau, quand il y a une très forte correspondance. Donc si c'est pour jouer à un jeu de guerre, quel que soit l'habillage, là on va s'intéresser au gameplay pour un jeu de plateau. C'est super fun, super intéressant à jouer, etc. Par contre, quand on a que ce jeu de guerre ouvre des perspectives comme les guerres qui se passent dans des années-lumière, machin, etc., ouvre des perspectives de science-fiction, là ça va marquer. Parce que voilà, l'imaginaire va être aussi emporté par à la fois le jeu et à la fois la thématique. Donc au contraire, je pense qu'il faut chercher